Voilà. Donc bonjour Anne. Bonjour Roselyne. Voilà, donc moi je me présente rapidement. Je suis donc l'illustratrice du livre Pas d'étiquette, s'il vous plaît, réalisé avec Valérie Denec. Et je vais te proposer de te présenter à ton tour. Moi je suis mariée, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants et je travaille depuis en fait une vingtaine d'années en tant que psychothérapeute avec majoritairement des enfants mais des adultes aussi. Principalement en revoyant un petit peu leur histoire de vie. Donc selon l'éventail des souffrances infantiles, je propose aux parents de raconter l'histoire de l'enfant pour aller revisiter les mémoires extrêmement précoces qui datent déjà de la période prénatale. D'accord. Donc tu es spécialisée vraiment dans les mémoires qui se situent à l'origine de la construction de l'enfant, on pourrait dire. Voilà, et qui peuvent déjà éventuellement être traumatiques par rapport aux circonstances de grossesse ou de naissance ou dans la toute petite enfance. D'accord, ok. Alors je vais te demander, pour commencer, de définir, si tu veux bien rapidement, enfin ou pas rapidement comme tu veux, les étiquettes. Comment est-ce que tu définirais ce qu'est une étiquette? Alors une étiquette, pour moi, c'est un peu un, c'est une parole qui vient se calquer sur l'enfant, qui vient définir l'enfant dans une caractéristique souvent comportementale, hein, et qui vient qui le définit, mais d'une façon tout à fait rétrécie, c'est-à-dire que ça vient l'enfermer, le stigmatiser dans une caractéristique comportementale ou réactive. Et le mot étiquette est extraordinaire parce qu'en fait, on met une étiquette sur un aliment, sur une bouteille de vin, et donc on sait directement de quoi il s'agit, mais par rapport à voilà, un vin ou un aliment. Et donc, ça dit immédiatement ce que ça vient produire, ça vient en fait enfermer l'enfant, ça vient le classifier dans une définition qui limite sa personne finalement à une attitude. Une attitude différente que celle qu'on lui a étiquetée, c'est ça? Au contraire, l'étiquette, c'est une attitude qu'on lui attribue. Par exemple, qu'est-ce que tu es colérique ou oui, qu'est-ce que tu es agressif ou toi tu es toujours dans l'impulsivité ou qu'est-ce qu'il est timide cet enfant ou, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, c'est l'enfant qui manifeste quelque chose à un moment donné et il est étiqueté de ce comportement-là. Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il ne parvient pas à en changer parce qu'il se définit selon ce comportement-là et donc il a du mal à explorer d'autres champs de comportement. Est-ce que c'est Alors ça? après, ça c'est la conséquence, c'est-à-dire que s'il entend régulièrement, par exemple, bon, ben toi, qu'est-ce que je fais pour avoir un enfant si paresseux, tu fais rien, eh bien, en fait, il y a quelque chose un peu de prédictoire, c'est-à-dire que l'enfant va finir par s'identifier à cette attitude qui lui est attribuée et qu'en effet, il a probablement manifesté à un moment donné, ou s'il a un problème d'agressivité, qu'en effet il tape, mais même pour déjà de tout petits, c'est terrible parce que déjà il faut savoir que le tout petit a beaucoup de mal et que c'est tout à fait normal jusqu'à un certain âge de régler toute sa vie émotionnelle. Et le gros problème, c'est s'il est stigmatisé, soit dans le fait de taper, en fait, ou à un moment donné d'avoir pris un objet chez un petit copain, de le traiter de voleur, alors qu'en fait il faut dire, ben oui, je vois que tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. C'est autre chose que de dire, mais quel petit voleur. Et en effet, l'enfant qui s'entend être défini parce que l'enfant est vulnérable, et lui, il accorde beaucoup d'importance à ce que disent les adultes. C'est un petit peu comme une boule de cire. Ce que dit l'adulte va s'imprimer en lui. Et donc, au fil du temps, il va probablement, il y a de fortes chances, et ça le risque, c'est qu'en effet, il répète cette attitude dont on le définit, un petit peu comme en miroir, en écho, parce qu'il donne ce pouvoir-là à l'adulte. Mmh. Pour lui, c'est terriblement difficile de voir plus large, puisqu'il ne sait pas encore très bien qui il est lui-même. En fait, toute l'enfance, c'est un peu le travail de l'enfant, c'est de devenir soi-même, de découvrir qui il est véritablement. Et si les adultes le définissent comme étant paresseux, colérique, désobéissant, je ne sais trop quoi, eh bien, malheureusement, il va adopter de plus en plus ces attitudes-là, et le cercle vicieux, voilà, s'enclenche. Mmh.
Tu as dit deux choses qui m'ont fort interpellée. Tu as dit d'une part que l'enfant a du mal à se enfin, a du mal à gérer tout ce potentiel émotionnel et donc il a parfois des réactions qui le dépassent complètement. Et puis tu as parlé de la notion de régularité qui fait que c'est par la régularité enfin, d'une répétition d'une définition de lui-même que l'étiquette quelque part va s'imprégner en lui. En effet. Et quelles conséquences ça a sur l'enfant? Ah, et puis pour l'adulte, tu traites ça. Alors ça a des conséquences en fait assez importantes pour ce petit enfant qui est en devenir, pour toute cette personnalité qui est en pleine construction. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan, donc déjà au niveau émotionnel, donc il y a une espèce de petit choc qui se passe parce que l'enfant entend qu'on lui renvoie son attitude, mais sous forme justement de reproches, de jugements, donc pour lui c'est une parole blessante parce que ça vient le stigmatiser, ça vient le chercher sur un côté qui malheureusement fait écho comme étant quelque chose de négatif chez lui, alors qu'en fait l'attitude du tout petit enfant, du jeune enfant, il ne faut pas la prendre comme étant quelque chose de négatif ou de positif, mais simplement du côté sur le plan de réactions qui peuvent être tout à fait normales, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Parce qu'il faut savoir que pendant les premières années, c'est principalement le cerveau reptilien et le cerveau, le néocortex n'est pas encore formé, c'est-à-dire que toute la part de raisonnement, d'être raisonnable, n'est pas encore formée. Donc tout est très impulsif parce que c'est le cerveau reptilien, le premier cerveau qui va réagir. Et donc le cerveau limbique est reptilien. Et donc le gros problème, c'est que les adultes ont oublié cela ou ne le savent pas forcément. Et donc, ça empêche, du coup, il y a une espèce de brouillard émotionnel qui se passe au niveau de l'enfant, au niveau du cerveau. Le cerveau de l'enfant est un peu inondé du moment de l'émotion, ce qui provoque un espèce de stress. Et quand l'enfant est sous stress, il ne peut pas réfléchir. Et c'est ça qui va enclencher, en fait, des réactions, soit, en fait, il y a plusieurs types de réactions. On va voir des enfants qui vont se construire beaucoup plus dans la rébellion, donc beaucoup plus dans la violence, dans l'attaque, dans le réactionnel agressif, ou au contraire dans la soumission. Et la soumission, ça peut se marquer par la fuite ou par une espèce de paralysie, de sidération. Donc, en fait, ça provoque en fait un stress. Donc, l'étiquette peut, selon la sensibilité de l'enfant, donc c'est pas d'office tous les enfants, mais quand même chez un grand nombre d'enfants, ça provoque une réaction de stress. Et donc, qu'est-ce que ça provoque en plus en chaîne au fil du temps? Eh bien, c'est de l'anxiété. Le stress est très proche de l'anxiété. Donc, du coup, l'enfant passe un peu à côté de lui-même. Il est beaucoup plus centré sur une espèce de vigilance de comment il doit faire ou de comment il doit être que sur le fait de se découvrir à l'aise lui-même, parce que l'idéal serait de voir mais quel est le besoin de l'enfant derrière le fait qu'il réagit de telle ou de telle façon. Une autre conséquence qui est extrêmement importante, ça va en fait très fort toucher tout ce qui touche à cette édification de l'estime de soi, de la confiance en soi. Parce que du coup, l'enfant apprend à moins s'aimer, puisqu'il voit qu'un parent a un regard sévère, un regard de reproche sur comment il fait et ce qu'il fait, eh bien, il se mésestime lui-même, ce qui est très problématique et qui peut commencer à poser des problèmes sur le plan des apprentissages. Donc, on va voir des enfants, c'est ça qui est terriblement douloureux parce qu'en fait, on peut avoir des enfants hyper doués, même des enfants à haut potentiel, des enfants qui ont une belle intelligence, mais qui vont être submergés sur le plan de leur affectivité, sur le plan sensoriel, sur le plan de leurs émotions, et qui donc vont bloquer les circuits des apprentissages. Et donc ça, c'est quand même une conséquence extrêmement importante d'instituteurs ou d'éducateurs ou même de parents, mais ça se voit quand même principalement à l'école. Si on a des mauvaises réactions par rapport à leur comportement à l'école, le petit enfant qui a du mal un peu à se contenir en première primaire parce que il passe de ce secteur de maternelle où il a pu jouer, il a pu faire beaucoup de choses, puis soudainement il est contraint à une série d'exigences qu'il a besoin simplement d'intégrer. Et c'est important d'avoir des instituteurs, des institutrices qui sont intelligents de l'enfance, qui connaissent tout ce fonctionnement du cerveau qui a besoin de se construire petit à petit.
Et donc, en fait, en chaîne, il y a des tas de réactions. C'est des enfants qui vont avoir des difficultés, du coup, sur le plan relationnel à l'autre, qui vont avoir des difficultés sur le plan de l'acquisition des connaissances. Et tout ça parce que ils sont malmenés sur le plan de leur petite personne, de cette petite personne qui est en construction, et ils sont hypersensibles à ce qu'on va dire d'eux, ce qu'ils vont entendre de ce qui est dit d'eux, quoi. Une question que je me pose en t'entendant, c'est comment est-ce que, parce que tu as parlé de l'importance de l'école et qui est effectivement cruciale dans le développement de l'enfant, comment est-ce qu'un parent peut repérer, parce que même dans les meilleures écoles, il y a toujours des étiquettes, qu'elles soient données par les autres enfants ou qu'elles soient données par des adultes, il y a toujours voilà, des choses que l'enfant peut mal vivre et auxquelles le parent n'a pas nécessairement accès. Est-ce que tu as des conseils aux parents pour essayer de repérer ou de pouvoir aller chercher avec l'enfant ce qui peut se passer qu'il ne dit pas nécessairement? Oui, alors j'aime beaucoup ta question, elle est vraiment, elle est essentielle parce que le rôle du parent va être extrêmement important et c'est souvent la mère qui recueille l'enfant après l'école. Et là, il y a effectivement toute une éducation du parent, à savoir que les premières réactions de l'enfant quand il revient de l'école peuvent être un signal d'alerte. C'est-à-dire que l'enfant qui, par exemple, va demander d'une façon, ou va jeter sa botte, ou il va jeter tout son matériel scolaire plutôt que de le ranger paisiblement, ou qui va réclamer avec beaucoup en criant, dire, bah, j'ai toujours pas, et moi j'ai faim, je veux mon goûter, ou qui va taper son petit frère ou sa petite sœur en rentrant d'école, enfin bref, qui va jeter le ballon, je ne sais où, bref, qui va avoir un comportement apparemment inadéquat. C'est un premier signal du parent, c'est de se dire, qu'est-ce qu'il veut dire là derrière? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'en fait, que la mère ne se dise pas, mais non, d'une pipe, comment est-ce qu'il me traite? Parce que l'enfant n'a aucune intention de maltraiter sa mère, mais peut-être que lui s'est senti maltraité à l'école et que son réservoir, c'est Isabelle Filiosa qui dit ça, hein, que son réservoir d'amour, d'affection, de cocon est vide parce qu'il a dû lutter, parce qu'il a dû contenir, il a dû se tenir assis, il a dû peut-être en effet réagir. Les enfants peuvent être très cruels entre eux. Tu parlais des étiquettes que se mettent les enfants entre eux. J'avais encore récemment petits enfants qui disaient ben oui, et puis quand il passe à côté de moi, il me dit cacaboudin, enfin des petites choses en fait tout à fait stupides mais qui les blessent. Et ils disaient je me bouche les oreilles, je veux pas entendre parce que ça les touche et que du coup eux ils se sentent identifiés à ce que l'enfant dit. Et donc c'est très difficile à l'enfant, parce qu'au départ, il est très perméable à toutes ces paroles-là. Donc il va déborder à la maison, et il suffit pour le parent de ne pas considérer, en fait c'est le regard que le parent va porter sur le comportement de l'enfant, de certainement pas le reprendre par rapport à son comportement, dire tiens, on dirait que tu essaies de lui dire quelque chose, il s'est peut-être passé quelque chose à l'école, raconte-moi un petit peu ce qui se passe, tu as l'air fâché, tu as l'air triste. Et ça, tout de suite, c'est presque, en fait, ça vient immédiatement toucher la bonne zone sur le plan du cerveau. Et donc l'enfant se sent tout de suite entendu au bon niveau. Déjà, ça va le calmer. Il dit, ben, viens près de moi, raconte-moi. Et donc, tout le langage à ce moment-là, non verbal, a énormément d'importance. Donc, en fait, si le parent peut tout de suite voir ses comportements comme étant une espèce de signal d'alarme, tiens, mon enfant a vécu des choses peut-être pas faciles à l'école, là, on désenclenche tout ce que l'enfant a pris sur lui, là où il a rempli, il s'est endurci un petit peu en fait, hein, il a été obligé de se contenir, peut-être de se défendre, d'éviter de réagir mal à l'école, et donc ça lâche à la maison. Et l'intelligence réactionnelle du parent a énormément d'importance pour pouvoir, voilà, relâcher tout ça, l'envelopper à ce moment-là d'affection, remettre cette espèce d'enveloppe affective autour de lui. Ça y est, c'est reparti. Il a lâché, il sait qu'il peut être entendu, il sait qu'il n'est pas jugé,
il sait que maman va comprendre et va entendre surtout le besoin qu'il y a là derrière. Et doucement, ça se remet en ordre. Et ça construit ce fameux troisième cerveau, qui est le cerveau, qui est le néocortex, et qui est ce cerveau qui va petit à petit et qui va d'autant mieux se construire que les adultes ont des réactions adéquates par rapport à la vie émotionnelle des enfants, et certainement si les enfants ne sont pas stigmatisés dans les réactions qu'ils ont. On a parlé aussi des étiquettes que les enfants se collent même entre eux. Et alors, comment est-ce que tu pourrais expliquer cette pulsion de l'être humain d'étiqueter? Parce que s'il y en a, c'est qu'il y a un besoin derrière. Oui, oui. Alors, je crois que là, je suis obligée de parler justement des générations, en fait. Je crois qu'un enfant sera d'autant moins étiquetant que lui-même n'a pas été ou n'est pas étiqueté. Donc, pourquoi un adulte? Pourquoi? C'est souvent une situation d'impuissance. Donc, c'est souvent quand le parent est lui-même soit sous stress, a lui-même vécu une journée qui était compliquée. Ça peut être de la désinformation, ça peut être que lui-même a été éduqué dans le fait, en fait, c'est souvent à partir des attentes, très souvent soit disproportionnées, soit qui sont pas à l'écoute du rythme de l'enfant. En fait, on est dans une société extrêmement stressante et qui met les enfants terriblement sous pression dès le plus jeune âge. On oublie que l'enfant a un rythme qui ne peut pas soutenir. Le rythme de l'adulte, il ne peut pas le soutenir. Et donc, c'est souvent des parents qui sont en attente que tout se passe bien, que tout se passe selon un certain rythme, selon un certain ordre, parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que le parent sait qu'il y a un horaire, l'enfant pas. L'enfant, il est dans l'instant présent. Et donc, c'est ce décalage de rythme, ce décalage d'attente, ce décalage entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte qui fait que les étiquettes peuvent sortir. Alors, en soi, s'il y a un parent intelligent, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ce qui est formidable pour un enfant, c'est un parent qui fait son chemin aussi. On n'est pas parent tout de suite, on le devient. On le devient au fil des âges, au fil de l'expérience immédiate avec l'enfant. Mais un parent qui reste ouvert, qui peut se remettre en question, il peut demander pardon, il peut s'excuser auprès d'un enfant. Tu sais, j'étais fatiguée, je me rends compte que je t'ai dit que tu étais vraiment nul et que c'était pas possible de recommencer à jeter ton cartable comme ça n'importe quand, n'importe comment. Je me rends compte que toi aussi tu as eu ta journée, que tu as été fatiguée, que tu as vécu des choses compliquées. Et pardon, parce que c'était idiot de te dire, c'est vraiment pas, ça n'a pas de sens de te dire que tu es désordonné ou mais parce que tu es en train d'apprendre. Et moi, je dois apprendre aussi à t'accueillir comme tu es quand tu reviens de l'école. Parce que tu as vécu des choses qui ont été fatigantes, et ta journée est fatigante. Et on va apprendre ensemble à s'en sortir après l'école pour que ça se passe différemment. Oh l'enfant, écoute, voilà. Et ça, c'est formidable parce que l'enfant, du coup, il peut continuer à faire confiance à l'adulte. L'adulte qui ne se remet pas en question, ça crée chez l'enfant un stress où il va de plus en plus désinvestir par rapport à qui il est lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il va de moins avoir confiance en lui, puisqu'il donne ce pouvoir à l'adulte. Donc, il va de moins en moins croire en qui il est lui, et il croit l'adulte. Alors que l'adulte qui se remet en question et qui vient s'excuser, eh bien, il peut faire confiance à l'adulte, même l'adulte qui est imparfait. C'est le psychiatre ou Winnicott, moi je raffole et j'utilise très souvent ce terme auprès des parents qui viennent consulter, c'est qu'en fait, il ne s'agit absolument pas de devenir un parent parfait, mais un parent suffisamment bon, une mère suffisamment bonne. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que la mère peut se tromper, la maman peut se tromper, le père peut se tromper. Il s'agit de revenir simplement auprès de l'enfant. Et ça adoucit et ça apaise énormément l'enfant. Ça lui permet de se construire dans une sécurité de base. Sa sécurité est maintenue, est préservée et il peut continuer de se construire avec qui il est vraiment, en authenticité,
sur le plan émotionnel, parce qu'il sait que son parent ne va pas le juger ou ne va pas rester fixé sur un a priori ou sur une parole qui peut-être a été un moment donné blessante. Mm. Et donc, si je vais plus loin par rapport à ce que tu as dit qu'il puisse rester en authenticité émotionnelle. Et donc, quelque part, et là, ça rejoint un petit peu la dernière question que je voulais te poser. C'est un monde avec ou sans étiquette, un souhait ou un cauchemar. Et donc, aussi, quelque part, dans quelle mesure, quand cette authenticité émotionnelle est préservée et quand elle ne l'est pas, qu'est-ce qui devient en fait? Donc dans les deux cas, quand il y a la séparation avec l'authenticité de l'être d'un côté ou au contraire le fait de rester en cohérence avec ça, quelles sont les conséquences et quel serait le juste équilibre par rapport à la réalité telle qu'elle est aussi? Oui, c'est une grande question. Alors en fait, quand l'enfant ne peut pas vivre son authenticité, en fait, il va y avoir deux réactions. C'est-à-dire que soit l'enfant va être plus dans la soumission, mais il va comme passer à côté de lui-même. Et il y a beaucoup de risques que ce soit un adulte qui développe soit ce qu'on appelle un faux self, qui soit s'identifie totalement aux parents, ça devient une espèce de clone de tous les repères parentaux, hein, mais il passe à côté de lui-même. Ça peut tenir toute une vie, comme ça peut à un moment donné péter, comme on dit, pardon pour le terme, mais ça peut exploser en ce sens qu'un soudainement, il peut, son vrai lui va émerger, hein, mais avec tous les dommages et tout le temps perdu et tout ce que ça peut représenter. Ou il peut en effet rester un adulte soumis toute sa vie, soumis à ses patrons, soumis presque même à ses enfants, enfin voilà. Ou alors, en fait, il va lui-même faire le tri, ou il peut à un moment donné faire le tri et voir ce qu'il va garder et ce qu'il va au contraire, rejeter. Mais ou alors, il peut partir dans un total contre-scénario, donc être beaucoup plus dans la rébellion, ce qui est un contre-scénario aussi, et c'est finalement rester dans le scénario. Alors qu'en fait, l'enfant qui a été en contact avec des parents qui ont respecté, qui ont été à l'écoute, qui ont finalement eux-mêmes, au fur et à mesure du temps, épuré leur propre regard pour élargir et garder un regard. Moi, j'aime beaucoup ce terme, le regard, avoir un regard iconographique sur l'enfant, c'est-à-dire un regard qui va au-delà de l'image, de ce qui apparaît en premier lieu. Et ça, c'est magnifique parce que l'enfant se sent regardé au-delà de ce qui apparaît en premier lieu dans son comportement, dans son attitude. L'enfant est véritablement pris comme finalement un mystère qui est à découvrir au long des âges. Et ça, c'est magnifique parce que ça donne des enfants qui sont enracinés, qui s'enracinent dans leur véritable authenticité et qui vont pouvoir offrir le meilleur d'eux-mêmes dans une grande liberté finalement, qui ne sont pas rattachés à des espèces d'esclavage qui ont été qui se sont produits au fil des âges à partir de ces étiquettes, à partir de ces jugements et de ces enfermements finalement de leur personne. Et je pense que ça, c'est à souhaiter. Donc, ce sera jamais ni tout l'un ni tout l'autre parce que nous restons des êtres humains. Il faut pas avoir peur de notre langage en tant qu'adulte parce que l'enfant va sentir cette crainte et ce rétrécissement chez l'adulte. Faut soi-même en tant qu'adulte cheminer vers aussi une liberté, une simplicité, en sachant qu'on peut toujours revenir sur les choses. Mais qu'en effet, c'est voilà, cheminer et aller vers quelque chose qui s'épure, qui s'élargit, qui va au-delà et accueillir finalement l'enfant tel qu'il est. Mais ça nécessite de s'accueillir soi-même en tant que parent, en tant qu'ancien enfant, hein, parce que l'enfant renvoie à sa propre enfance. Et donc, accueillir l'enfant tel qu'il est, c'est cheminer par rapport à sa propre enfance telle qu'elle a été et telle qu'elle s'est. Bon, peut-être qu'elle a été blessée aussi. Et je rencontre des parents qui sont absolument magnifiques, qui sont parfois très en souffrance avec des enfants en difficulté, mais qui sont magnifiques parce que ils acceptent du coup de revisiter leur propre enfance et donc les mauvais réflexes qu'ils ont avec leur enfant, ils sont en gratitude de cet enfant qui vient leur renvoyer finalement une occasion de revisiter leur propre enfance. Et donc du coup, l'enfant se sent aussi en contact avec un parent qui continue son propre chemin par rapport aux réparations qui ont besoin de se produire et toutes ces brèches qui ont eu lieu dans leur propre histoire de vie, eh bien, ils la réparent grâce à leur comportement qui au départ est difficile. Et moi, je parlerai jamais d'enfants difficiles, mais d'enfants qui sont en difficulté
Et parce que de nouveau, ça stigmatise, hein, dire que non, c'est un enfant qui peut-être être en difficulté, mais qui cherche à dire quelque chose, qui cherche à raconter quelque chose, et qui peut devenir quelque chose finalement d'enrichissant et d'enrichir finalement toute l'histoire familiale, si chacun veut bien se remettre en question. Et pour clôturer, si tu avais un message que tu aimerais transmettre aux parents, voilà, qu'est-ce que ce serait? Mes parents, je dirais, voilà, accueillez chacun de vos enfants tel qu'il est, et au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce qu'il montre, voilà, c'est de cheminer vers ce regard élargi, c'est d'aller vers un regard qui va chercher la beauté de l'enfant. Voilà, allez chercher la beauté, de vous faire tête chercheuse de la beauté de l'enfant. Parce que ça génère l'enfant, ça c'est les neurosciences qui nous apprennent cette notion de neuromiroir, l'enfant voit que le parent cherche ce qui est beau et d'avoir un regard de confiance. Même un enfant qui passe par une phase très compliquée, c'est de s'efforcer à garder confiance, avoir un regard de confiance. Donc l'enfant est très sensible au sourire du parent, à la pétillance qu'il va garder dans son regard et d'avoir vraiment d'utiliser des mots qui encouragent, des mots qui aident à grandir. Voilà, parce qu'à ce moment-là, l'enfant va principalement s'identifier à cela. Et même s'il est en difficulté, eh bien, ça va lui donner une force. Et toute la difficulté de l'enfant, souvent sur les enfants qui étaient plus en difficulté, qui sont très riches, très forts à partir du moment où on les a aidés en confiance, en gardant confiance dans ce qu'ils sont profondément et qui sont bien plus que vos enfants sont bien plus que ce que vous voyez. Voilà. En devenir, ce sont des petits germes et qui voilà, avec tout le mystère de ce que va donner la plante et voilà, mais c'est en fonction de tout cet enracinement et comment on va continuer d'enraciner à partir de ce qui va créer l'estime de soi, ce qui va fortifier leur estime de soi, leur confiance en soi, et bien ça va donner des voilà, chacun différent. Et puis soyez portez un regard différent sur chaque enfant parce que quand il y a une famille nombreuse, on n'éduque pas les enfants en groupe. Chaque enfant est différent et ça demande beaucoup d'énergie aux parents. Moi, j'admire énormément les parents aujourd'hui parce que ça déploie, ça leur demande beaucoup. C'est un grand don. C'est un grand don, cette qualité de présence aux enfants et ça demande presque une éducation différente pour chaque enfant, bien qu'il y ait un fil rouge et je dirais, des fondamentaux éducationnels qui sont identiques et qu'on va pouvoir appliquer à chaque enfant, mais fondamentalement aussi chaque enfant est différent. Donc ça demande de porter un regard différent selon le langage de l'amour auquel chaque enfant est sensible. Et ça, c'est Gary Chapman qui parle de la sensibilité au langage de l'amour. Les uns vont être sensibles à ce qui est entendu, les autres au toucher, les autres aux paroles valorisantes, les autres aux moments de qualité. Voilà. Et donc, soyez attentifs à la différence de chacun de vos enfants, la sensibilité de chacun de vos enfants. Voilà. Voilà, il pourrait y avoir des tas de messages, mais j'espère qu'il y en a un fondamental qui peut passer pour chaque parent qui entendra. Voilà. Et qui va les rejoindre chacun individuellement. Écoute, un tout grand merci pour tout ce que tu as partagé là. Vraiment, c'est très. Enfin voilà, je sens vraiment beaucoup de bienveillance et c'est très nourrissant, je trouve. Donc merci beaucoup. Mais grand plaisir, Odine. Merci. Tu as dit le mot final, c'est l'éducation bienveillante. Voilà. Ça, c'est magnifique. On passe par des hauts et des bas, c'est pas grave. C'est important de garder cette bienveillance pour soi et pour l'autre. Écoute, merci. Merci à